Troisième évolution constatée, dans le cadre toujours de ce code et des différentes conventions ratifiées dans le cadre du droit des affaires, il y a eu l'affirmation de l'impertinence de séparation des pouvoirs. Désormais, la RDC a en substance reconnu que les actes d'assemblée, tout comme les décisions judiciaires et les comportements des institutions de justice et de l'exécutif, ne seront plus différenciés devant la responsabilité internationale. Et donc, l'État répondra de sa responsabilité lorsque les enfreintes constatées seront d'émanation, par exemple, judiciaire, y compris les décisions rendues ayant été coulées en force de la chose jugée. Quatrième avancée, c'est la reconnaissance de la priorité du juge optionnel et du fort dématérialisé sur les compétences des tribunaux locaux. Je souligne ici, y compris la Cour constitutionnelle, plus précisément la suprématie de l'arbitrage international lorsque celui-ci a été désigné comme mode de règlement de différends relatifs aux investissements qui découlent de l'application du Code congolais des investissements. Et ceci veut que le détachement de ce mode de règlement des conflits mette l'État et tous ces branches en position de se soumettre, y compris lorsque ces enfreintes découleraient de ses propres organes comme la justice. Comment ça fonctionne? C'est la deuxième préoccupation que je vais évoquer ici. C'est souvent que sur le chemin d'application réel, l'on rencontre de nombreux obstacles. Quels sont ces obstacles? De temps en temps, nous avons l'illusion de la suprématie de l'État et qui découle souvent de la confusion que les juridictions continuent d'entretenir entre l'État, puissance publique, et l'État commerçant. L'État, puissance publique, souvent ressassé dans le cadre du Code de marché public lorsqu'il jouit toujours de sa prééminence sur les co-contractants privés et des prérogatives qu'on a qualifiées de prérogatives de puissance publique, alors que dans le cadre du Code des investissements, bien évidemment, il ne s'agit pas de l'État puissance publique, il s'agit de l'État commerçant. Deuxième obstacle, c'est l'abus du principe, mal compris et souvent mal appliqué. Le criminel tient le civil en l'état. Et ça, je vais l'illustrer avec un exemple précis, survenu encore actuel. Le procès qui se déroule devant la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Il porte sur le détournement présumé de deniers publics dans le cadre des entreprises de Bukanga-Lonzo. Et que ces deniers publics, c'est quoi? C'est les apports que l'État congolais aurait placés dans la création de ces entreprises qui sont trois et qui ont été une association avec un particulier agréé au Code des investissements. Dans ce procès, bien entendu, l'État continue de qualifier ces apports de deniers publics alors qu'effectivement, c'est un État commercial, un État plutôt commerçant, qui a versé ses parts de participation. Et lorsque l'État commerçant verse ses parts de participation et conformément au Code des investissements congolais et qui s'associe à un privé, il renonce au fait des princes et devient un État commerçant parce que d'ailleurs, dans ce contrat de Bukanga-Lonzo, vous allez constater que l'État lui-même, dans l'accord qu'il associe aux partenaires sud-africains, a stipulé qu'il renonçait à sa propre immunité et qu'au point 9 de la convention conclue avec le partenaire, l'État reconnaît qu'il n'acceptait pas n'importe quelle intrusion de ses services publics dans le fonctionnement ou dans le règlement des conflits qui découleraient de la gestion des entreprises de Bukanga-Lonzo. Qu'est-ce qui arrive? Et après, c'est pratiquement l'inverse, je vais y revenir. Troisième obstacle, c'est l'insuffisance et la formation dans le chef de praticien du droit. Quatrième obstacle, c'est l'intrusion réglementaire. Lorsque je dis intrusion réglementaire, on en a vécu une ici. Lorsque, par exemple, le gouvernement
décide d'immuniser les biens des entreprises autrefois publiques devenues des sociétés commerciales, par voie réglementaire, il dit qu'il décrète désormais l'insaisissabilité des biens des entreprises. Et on les appelle encore par une sorte d'inadvertance entreprises publiques, alors que ces entreprises ont été rendues entreprises privées, plutôt commerciales, pour leur permettre en fait d'être compétitives et d'avoir accès au crédit et de se soumettre au juge. Et lorsque on décrète tantôt que ces biens ne peuvent plus être saisis, c'est-à-dire que d'un seul trait de plume, on a évincé toutes les réformes de ces récentes dernières années et qu'on a mis fin à tous les efforts possibles qui ont eu pour vocation de pouvoir améliorer le climat des affaires.